Salut tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, j'ai une question primordiale à vous poser. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez l'attaque du Hamas contre Israël? Donc, vous condamnez les artistes qui ont pas réagi. Quel est votre degré de condamnation de l'attaque? J'aurais dû condamner les attaques terroristes, tout simplement. Méritaient une condamnation Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est insupportable! Ça vous aura pas échappé, en ce moment on condamne beaucoup, mais on explique très peu. Et le truc avec les condamnations, c'est qu'elles courent beaucoup plus vite que les preuves. Du coup, dans le tas, on a aussi condamné des trucs qui ont pas existé. Bon, si on revient sur un propos plus général, ce que je veux dire, c'est que c'est ok de condamner des atrocités, hein. Mais la première étape logique, ce serait quand même de vérifier que ce qu'on veut condamner soit réellement arrivé. Oui, je sais, ça semble évident, mais visiblement ça l'a jamais été. Parce que des actes condamnables qui ont été répétés ad nauseam dans les médias et qui n'ont en fait jamais eu lieu, bah aujourd'hui on en a tout un rayon de paquets de 12. Et justement, dans la vidéo précédente, j'expliquais comment les techniques de marketing étaient utilisées pour faire passer ce genre d'infos et pour créer un consentement à la guerre. Et donc je me suis dit qu'après ça, ce serait intéressant de développer quelques exemples emblématiques de coups de com' de ce genre. Donc je vous ai ressorti 3 pépites de propagande de guerre que je trouve assez significatives du phénomène et qui vont nous permettre d'introduire doucement un petit peu de méthode à y opposer. Ah, et préparez vos neurones parce que vous allez voir qu'il y a quand même un bon crescendo dans la connerie. America's pride, Europa's human freedom. No end point. To lead дальнейшее движение НАТО на восток. Great! Okay. Нельзя унижать народ, нацию. The world's a better place. Неприемлемо. What we can do now depends on us. Pour cette première histoire, on revient en 2011, pendant ce qu'on a appelé la guerre civile libyenne. Alors imaginez, vous êtes le chef d'État de la Libye, vous faites face à une opposition armée très violente, organisée et soutenue par les grandes puissances militaires de l'OTAN. Alors bien sûr, pour gérer tout ça, vous avez une armée bien équipée, vous avez une police, mais il y a encore une arme bien plus puissante. C'est ma bite! Ma bite! Ma bite! Bon, pas la mienne en l'occurrence, hein, mais celle de tous les soldats de Kadhafi. Ouais, tous. Bon, un peu de contexte vite fait. On est entre avril et juin 2011, la Libye est en pleine guerre et fait face depuis le mois de février à une opposition armée soutenue militairement par les grandes puissances de l'OTAN, notamment les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Et comme il se doit, une propagande de guerre déchaînée transforme la figure de Muammar Kadhafi en nouvelle itération du grand Hitler mangeur d'enfants. Et le nouvel épisode de cette série arrive au début du mois de juin. Luis Moreno Ocampo, procureur de la Cour pénale internationale, lance publiquement une accusation effrayante. Kadhafi utilise le viol de masse par son armée pour terroriser sa population. Et il distribue même des pilules de Viagra à ses soldats pour être sûr que tout ça fonctionne bien. Bon, il avance aucune preuve concrète, hein, mais il promet qu'il en a. Du coup, les médias vont faire preuve de méthode et de scepticisme et vont mener des enquêtes indépendantes. Non. Évidemment, tous les médias télé et papier relayent l'information tous en chœur et donc se contentent de citer la même source qui ne montre pas de preuves. On est donc sur du solide. Bon, il y a quand même une précision importante à faire ici. Une accusation de viol, c'est toujours très compliqué à traiter. D'une part parce que l'acte est extrêmement grave, et d'autre part, c'est toujours affreusement compliqué à prouver. Sur un cas comme ça, en général, on dispose de pas grand chose de plus qu'un témoignage. Et même ça, on sait que c'est très difficile à obtenir. Pour tout un tas de raisons, hein, la pression sociale, la peur des représailles, même une sorte de honte qui est paradoxalement ressentie par la victime. Tout ça pour bien repréciser que, dans le cas d'un viol, encore plus qu'ailleurs, l'absence de preuve n'est clairement pas la preuve de l'absence. Maintenant, si vous avez bien suivi, ici, l'enjeu principal n'est pas de déterminer la véracité de quelques témoignages isolés. C'est de savoir s'il y a une politique de viol de masse qui serait ordonnée ou encouragée par le régime Kadhafi, avec distribution de Viagra à la clé. Et c'est entre autres dans le but d'éclaircir cette affaire que l'ONU et Amnesty International ont mené des enquêtes sur place. En Libye, l'accusation était en fait portée par une source principale, la docteure Seham Sergewa. Elle explique avoir envoyé 70 000 questionnaires papier dans des zones contrôlées par les rebelles. Sur ces 70 000, 60 000 y ont été retournés, parmi lesquels 259 contenaient des plaintes de viol. Et Seham Sergewa dit s'être entretenue personnellement avec 140 de ses plaignantes. Bon, l'ennui c'est qu'il faut la croire sur parole pour tout ça, parce qu'il n'y a eu aucun enregistrement formel et elle dit elle-même être la seule à les avoir vues. Et quand l'enquêtrice d'Amnesty lui a demandé de rencontrer elle-même ces 140 femmes, eh ben elle lui a répondu qu'elle avait perdu leur contact. Oh merde! Oh, c'est con ça! Alors au final, qu'est-ce que les enquêtes ont conclu sur cette affaire? Eh ben sur la politique des viols de masse... Y'a rien du tout! Regardez! Voilà, que ce soit la commission d'enquête de l'ONU, Amnesty International ou même Human Rights Watch, aucune investigation n'a pu trouver la moindre preuve de tout ça. Certains enquêteurs ont même dénoncé à demi-mot ce qui semblait bien être une opération de propagande, hein. Notamment sur l'histoire du Viagra. En fait, on en avait découvert quelques boîtes parfaitement intactes
à côté de chars complètement cramés. Donc, si on résume, étape 1, une accusation gravissime est lancée sans preuve et sans source. Étape 2, les médias relaient massivement cette info, l'opinion publique s'indigne et le consentement à la guerre augmente. Étape 3, en s'appuyant sur ce consentement renforcé, les dirigeants peuvent intensifier la guerre ou toute forme de sanction. Étape 4, une fois que tout ça est fait, des enquêteurs vont sur place, ne trouvent aucune preuve de ce qui a été allégué et concluent donc que les accusations reposaient sur que dalle. Voilà, vous pouvez retenir ce schéma parce que ça se passe comme ça systématiquement. Et cette dernière étape justement, c'est une belle illustration de la fameuse loi de Brandolini, qui dit qu'il faut beaucoup plus de temps et d'énergie pour débunker une fausse information que pour la produire. Mais le corollaire encore plus triste de ce principe, c'est que le démenti a toujours immensément moins de visibilité et d'impact que l'intox initial. Autrement dit, le mal est déjà fait. L'info a été diffusée, elle a été crue et digérée, et elle a justifié des actes concrets aux conséquences potentiellement énormes. Donc, accepter de s'être trompé à cette échelle-là, ça a un coût absolument colossal. Du coup, concrètement, le démenti est quand même publié sous une forme ou une autre, mais il fera beaucoup moins de bruit que le mensonge, il sera vu que par une très faible minorité, et les menteurs ne seront pas inquiétés. Et de fait, j'ai eu beau chercher, j'ai trouvé aucune réaction de Moreno Ocampo au rapport d'Amnesty ou de l'ONU, qui conteste pourtant explicitement les accusations qu'il a lancées. Et j'ai pas trouvé non plus la moindre condamnation, même morale, de ces procédés par quelque autorité que ce soit. Alors, si on est charitable à l'extrême, on peut se dire qu'il était de bonne foi et qu'il s'est tout simplement trompé. Sauf que le 2 novembre, à la fin de la guerre, et donc plus de 4 mois après la publication des rapports de l'ONU et d'Amnesty, le mec ressort tranquillement son histoire dans le plus grand des calmes. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Non, mais je pense qu'il doit avoir des preuves ultra solides qu'il garde encore de côté, Faut juste être un peu patient, ça va venir. Now we know Vladimir Putin pays a bounty for the murder of American soldiers. Putin pays the Taliban cash to slaughter our men and women in uniform. Et ouais, c'est assez peu connu, mais il y a bien un lien entre Clint Eastwood, Boba Fett et le Taliban moyen. Leur petit hobby de chasseur de primes. Le contexte. On est en juin 2020 aux États-Unis, sur la dernière année du mandat présidentiel de Trump. Donc ça fait environ 6 mois que la campagne pour la présidence est en cours, et une petite vingtaine d'années que la guerre des États-Unis contre les talibans en Afghanistan a commencé. Et sur ce point, ça fait un petit moment que le débat sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan agite les sphères de pouvoir à Washington. Et pour le coup, ce débat, il est vraiment clivant. Certains appuient un retrait total et rapide des troupes, alors que d'autres y sont très clairement opposés, notamment dans les hautes sphères du Pentagone. Le dernier événement en date assez important dans ces tractations-là, c'est un accord signé entre les États-Unis et les talibans le 29 février sur une réduction de la violence. À la suite de cet accord, les talibans n'attaqueront plus aucune cible américaine. Donc c'est dans ce contexte que le 26 juin, le New York Times balance cette petite bombe médiatique. La Russie offre des primes aux militants afghans pour le meurtre de soldats américains. Après ça, le journal va écrire à peu près un article par jour sur le sujet jusqu'au 1er juillet, en apportant à chaque fois quelques détails supplémentaires. Ce qui est marrant, c'est que dès le premier article, on indique bien un lien très incertain entre ces agissements et le haut commandement russe. Autrement dit, si cette stratégie est réelle, est-ce qu'elle provient directement du Kremlin ou est-ce que c'est une initiative d'acteurs locaux? D'après le New York Times lui-même, on n'en sait strictement rien. Mais en version télé, ça devient ça. This means that US intelligence has concluded that Vladimir Putin is offering bounties for the scalps of American soldiers in Afghanistan. Bon, si on fait le point 2 minutes. Ça fait quand même une vingtaine d'années que les talibans combattent violemment l'armée américaine en Afghanistan pour reprendre le pouvoir dans leur pays. Donc a priori, ils ont pas vraiment besoin de pourboire pour aller charcuter du Yankee. Et donc, même si on admet pour l'exercice que la Russie veuille les aider dans cette tâche, ce serait quand même plus efficace de leur envoyer des armes, des renseignements ou des instructeurs plutôt que de gaspiller du fric pour les envoyer tuer des gens qui veulent déjà tuer depuis longtemps. Tout ça pour dire que l'énoncé de base est assez peu vraisemblable. Or, moins une assertion est vraisemblable, plus le niveau de preuve qui l'accompagne doit être fort. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme preuve à disposition? Dans son premier article, le New York Times cite comme seule source des officiels états-uniens anonymes du monde du renseignement. Bon, déjà c'est un petit red flag ça quand même, parce que ça veut dire que le journal ne s'appuie que sur la parole de ces officiels qu'il n'est pas allé vérifier avec une enquête indépendante. Alors que ces fameux officiels, par définition, ils servent un but politique. Donc ils ont intérêt ponctuellement à orienter l'opinion publique dans un sens ou dans l'autre. Ils sont pas là pour apporter une belle information non biaisée. Dans les articles suivants, des nouveaux éléments sont amenés pour accréditer la thèse. Les journalistes relatent un raid qui a été mené par les services afghans sur un avant-poste taliban. À la suite de ce raid, une certaine quantité d'argent liquide a été retrouvée et une douzaine de militants ont été arrêtés.
Et on apprend que les suspicions de primes russes sont issues des interrogatoires de ces prisonniers. Un peu plus tard, on peut lire que des officiels américains, toujours anonymes, ont intercepté des données numériques qui montrent des transferts d'argent depuis une banque contrôlée par les Russes vers un compte lié aux talibans. Et enfin, dans un dernier article, on met un nom sur la personne qui est fortement soupçonnée d'être le lien entre les Russes et les talibans, qui a probablement fui en Russie et chez qui on a retrouvé 500 000 $ en cash. Bon, bien sûr, là, je vous résume le truc à la truelle, hein. Vous avez les articles en description si vous voulez plus de détails. Donc, si on résume le bilan des sources et des preuves... C'est de la merde. Parce qu'au final, les seules sources de toute cette histoire, ce sont des officiels américains anonymes, et aussi, comme on le dit dans un autre article, les services de la défense du gouvernement afghan, qui n'a clairement pas intérêt à ce que les troupes américaines se retirent du pays, et qui a donc tout intérêt à saboter les accords de paix avec les talibans, qui étaient encore en négociation quand tout ça a été remonté à la Maison Blanche. Pour résumer plus simplement, on a pour seule source des officiels anonymes du renseignement, en énorme conflit d'intérêts, sans le moindre début d'une enquête journalistique indépendante pour corroborer les faits. Et de fait, les instances états-uniennes concernées se sont montrées tout aussi sceptiques que moi. Dans les articles du New York Times, on trouve quand même quelques lignes rapides qui précisent que des institutions comme le Conseil de sécurité nationale ou le Pentagone lui-même refusent de se prononcer sur la question, en disant que la véracité de l'info est encore en cours d'évaluation, voire que les preuves sont carrément absentes. On peut même apprendre que les agences de renseignement américaines elles-mêmes n'accordent pas le même niveau de confiance dans cette information. Et que selon les agences, ça varie entre bas et modéré. Et en septembre, un article de NBC News vient enfoncer le clou en rapportant les propos du général états-unien en charge de la supervision des troupes en Afghanistan. Pour lui, les preuves sont très loin d'être suffisantes. Si les Russes essaient de tuer des Américains en Afghanistan, je veux le savoir, parce que je n'hésiterai pas à prendre des mesures si c'est le cas. Mais je ne l'ai juste pas vu. Il y a beaucoup d'informations contradictoires, mais rien qui me permettrait de faire les liens nécessaires à une action concrète. À ce stade, c'est clair que, à minima, on peut vraiment pas considérer cette histoire comme un fait établi. Donc à partir de là, on pouvait espérer que les responsables politiques prennent leur distance avec ça. Non. Ah bon. I don't understand why this president is unwilling to take on Putin when he's actually paying bounties to kill American soldiers in Afghanistan. Voilà, cette histoire a été utilisée jusqu'à la fin de la campagne présidentielle de 2020. Et une fois au pouvoir, l'administration Biden finit par admettre que ces rapports étaient pas du tout solides. Mais encore une fois, en réalité, on le savait depuis déjà 10 mois. Et pour finir cette saga, le New York Times s'est quand même fendu d'un petit épilogue en mai 2021. Bien sûr, il admet les degrés de confiance insuffisants des agences de renseignement, mais il tente de justifier ses certitudes passées par divers sophismes que je vous laisse aller lire si le cœur vous en dit, parce que c'est surtout la fin de l'article qui est assez surprenante. Les journalistes nous disent que malgré les degrés de confiance pas très élevés, l'histoire est quand même crédible et très probablement vraie. Et ils nous disent au calme que même un niveau de confiance classé comme bas ne veut pas dire que les analystes ne croient pas à l'information, et qu'ils la considèrent même toujours comme la meilleure explication. Donc en somme, ils y croient encore. Alors il faudrait vérifier si les analyses du renseignement résonnent vraiment comme ça. Mais si c'est le cas, personnellement ça me semble quand même vaguement problématique. Parce que selon les manuels du renseignement, un niveau de confiance modéré signifie soit que les informations utilisées peuvent être interprétées de différentes manières, soit qu'elles sont crédibles et plausibles mais pas suffisamment corroborées. Et un niveau de confiance bas veut dire que les informations sont faibles, discutables, fragmentées, et que des conclusions solides ne peuvent pas en être tirées. Donc dire qu'on croit encore aux conclusions avec ces tampons-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il y a de quoi faire pleurer tous les défenseurs de la méthode sceptique. Et même si on admet pour l'exercice que ce soit vrai, et que les analystes et les officiels du renseignement croient toujours à cette histoire. Ça veut dire qu'on a une info qui est quand même une petite bombe diplomatique en soi, qui est toujours considérée comme vraie, et qu'il faudrait donc absolument approfondir, et dont on ne va jamais reparler. Pour moi, ici, on a affaire à un cas assez classique de coup de com' avec un but politique précis. Et encore une fois, on répète le schéma que j'ai fait un peu plus tôt. Étape 1, on balance l'info sans preuve solide. Étape 2, elle est relayée massivement. Étape 3, elle sert de prétexte pour prendre des mesures. Ici, il s'agissait de saboter autant que possible des accords de paix en négociation et d'éviter un retrait total des troupes états-uniennes. Et étape 4, on se rend compte en creusant que les preuves étaient parfaitement insuffisantes et l'affaire est oubliée dans les semaines qui suivent. Une fois que le but politique est atteint, il n'y a plus d'intérêt à en reparler. On refait un petit saut en arrière en 2018, et plus précisément le 7 avril 2018. L'action se déroule en Syrie, à Douma, une banlieue au nord de Damas qui était l'une des dernières zones tenues par différents groupes de l'opposition armée. Là, on est sur la fin de la guerre syrienne de haute intensité, et les troupes gouvernementales sont en train de l'emporter un peu partout dans le pays. Donc ce jour-là, à Douma, l'armée syrienne a un net avantage et reprend la zone sans trop de difficultés. Et c'est là que les forces de l'opposition accusent l'armée syrienne d'avoir attaqué un bâtiment à l'arme chimique, faisant alors une quarantaine de victimes civiles. Donc quelques jours après, on a directement bombardé la Syrie en représailles avant d'avoir la moindre preuve. Non! Oui!
Ah, je savais bien que ça serait bon. Si vous avez bien suivi, vous vous souvenez des étapes. On a d'abord une accusation sans preuve, et de fait c'est pas vraiment possible d'apporter une preuve forte à ce moment-là, puis un relais massif dans les médias sans regard critique, une condamnation internationale et des bombardements punitifs, et après ça, on envoie des experts pour enquêter. Ça fait plaisir quand même de voir qu'on change pas les méthodes efficaces. Parmi la pléthore de médias qui a relayé l'info, il y a notamment CNN qui s'y est particulièrement investi. Dans un article du 17 avril et dans un autre du 3 mai, leur journaliste explique que selon des officiels américains... Selon des officiels américains, donc, du chlore et du sarin ont été utilisés. Les dates sont importantes, hein. Ça veut dire qu'au moins jusqu'au 3 mai, CNN pensait que du sarin avait été employé. Or, le 14 avril, une reporter de CNN se rend dans un camp de réfugiés pour s'entretenir avec une famille qui aurait survécu à cette attaque et qui n'a visiblement pas eu le temps de laver toutes ses affaires depuis. Donc le père présente à la journaliste le sac à dos d'une de ses filles, qui aurait donc été exposée au gaz pendant l'attaque. Et c'est dans ce genre de situation qu'on se rend compte que visiblement tout le monde n'a pas le même instinct de survie. Parce que quand on lui présente un objet censé porter les restes d'un gaz hautement toxique et mortel même à très faible dose, et qui au passage est inodore, les journalistes choisissent de faire ça. And there's definitely something that stings. Sarin, de New Fragrance by Damas. Franchement, je tiens à remercier sincèrement CNN pour cette séquence d'anthologie journalistique, c'est du grand art. Tout est là, l'enquête sérieuse, les résultats, il y aurait plus qu'à faire l'article de conclusion, hein. Du gaz ultra dangereux a carrément été utilisé, source, littéralement mon pif. Et voilà, c'est bon, me remerciez pas pour le coup de main, c'est de bon cœur. Remarquez que sur cette affaire, j'ai pas détaillé la fin de l'étape 4. Les résultats de l'enquête des experts de l'ONU. En fait, sur ce cas-là, c'est une histoire assez complexe, à base de rapports contradictoires, de falsifications et de lanceurs d'alerte. Bref, c'est un récit qui mérite une vidéo à lui tout seul, donc je le garde pour un peu plus tard. Ça fera partie d'une grosse série que je veux faire depuis un bon moment sur le conflit syrien. Alors, c'est déjà la deuxième vidéo dans laquelle je rentre dans l'art de la propagande de guerre. Donc si vous avez bien tout suivi jusqu'ici, vous pouvez vous-même tirer la conclusion évidente. Il faut constamment se méfier des informations qui nous parviennent, quelle que soit leur provenance. Ne pas céder à l'émotion, faire preuve de scepticisme méthodique, analyser les sources et les preuves disponibles, ou leur absence, déceler s'il y a des intérêts politiques derrière, ou simplement suspendre raisonnablement son jugement si on n'a pas le temps de faire tout ça. On n'a pas besoin d'avoir un avis sur tout à tout moment. Mais ce qui est aussi très important à cultiver, c'est la méfiance envers soi-même. Parce que, à force de constater le déferlement de propagande de guerre et son écart abyssal avec la réalité, on peut finir par attraper le biais inverse. C'est-à-dire rejeter d'emblée toute information venant des canaux habituels de la propagande et croire immédiatement le contraire sans s'emmerder et appliquer un peu de méthode. Il faut vraiment se méfier de ce biais-là. Parce que d'une part, il donne une vision trop simpliste du système médiatique, et d'autre part, il va finir tôt ou tard par faire croire des choses fausses. Et justement, les recherches que j'ai faites pour cette vidéo m'ont donné une excellente occasion d'illustrer ce propos, avec une petite anecdote perso. On va revenir sur un cas de propagande assez particulier. Comme pour le premier exemple, ça se passe en Libye pendant la guerre en 2011. On est dans la nuit du 21 au 22 août, et un reportage du média qatari Al Jazeera montre au monde entier que les rebelles anti-Kadhafi ont réussi à prendre la place verte de Tripoli. C'est un endroit emblématique de la capitale. Dans les heures qui suivent, certaines sources affirment que toute cette histoire est fausse, et que ces images ont été tournées dans un studio au Qatar avec des acteurs, et qu'elles ont été diffusées pour semer la panique au sein des troupes loyales à Kadhafi. Moi de mon côté, cette petite polémique, je la découvre il y a plusieurs années, on doit être en 2016, quelque chose comme ça, et à l'époque je suis encore un jeune ingénieur parfaitement dépolitisé, mais qui commence à s'intéresser à ces sujets-là, et qui découvre les joies de la propagande de guerre et de l'impérialisme. Et quand je lis ces histoires de fausses images de Tripoli, je finis par y croire au moins un peu. En tout cas, j'y crois suffisamment pour que ça se consolide tout seul dans mon cerveau et que finalement, sans raison valable, ça atterrisse dans la case très probablement vraie. Les années passent et je vais pas vous faire tout mon parcours, mais au fur et à mesure, je me plonge de plus en plus dans le sujet des guerres impérialistes récentes et en parallèle, je deviens petit à petit un gros consommateur des contenus sceptiques et de la méthode critique qu'ils proposent. Et donc, fast forward jusqu'à aujourd'hui, mon prisme d'analyse n'a plus grand chose à voir avec la simple boulimie d'informations que j'avais au tout début et j'ai pu acquérir un minimum de méthode critique pour appréhender l'info. Enfin, du moins j'espère. Mais pendant tout ce temps, cette histoire de fausse image à Tripoli là, j'ai jamais retouché.
et elle est restée tranquillement à dormir dans la même case de mon cerveau. Donc quand je cherchais des idées de coups de propagande à raconter dans cette vidéo, celle-là m'est revenue en tête et je me suis dit que ça ferait un parfait exemple. Donc je refais des recherches sur ça, et pour un fake aussi énorme et délirant qui date d'il y a 12 ans, je m'attendais à trouver des confirmations dans des grands médias ou d'autres sources institutionnelles. En fait, j'étais même convaincu que ça existait. Et finalement, rien. Y'a rien du tout. Y compris dans les sources alternatives sérieuses, rien sur cette affaire. Au final, les seules sources que je retrouve, c'est des blogs anonymes assez douteux, avec ce look assez unique de l'internet du début des années 2010, et une vidéo de l'antenne espagnole de Russia Today, qui reprennent tous comme preuve principale le même photomontage comparatif, dont la source originale est inconnue, qui montre des screenshots du reportage d'Al Jazeera à côté d'autres images de la place verte. Et à partir de là, ils cherchent la différence entre les deux. Et quand j'ai revu ça, autant vous dire que j'ai pas été franchement convaincu. Cette comparaison s'appuie principalement sur des décorations et des rebords en pierre qui sont au-dessus de ces arches là et qui sont pas visibles sur les images d'Al Jazeera. Sauf que ça va pas du tout cette histoire. Ici on a des images prises en plein jour avec un focus différent et une compression de bien meilleure qualité que sur le screenshot. La vidéo elle est prise de nuit, donc la lumière est basse, elle arrive grosso modo perpendiculairement au mur et surtout elle est très diffuse, ce qui va complètement casser les ombres des rebords. Contrairement au soleil qui va créer des ombres très nettes. Au final, quand on voit la taille des blocs de compression ici, on se rend bien compte que ces éléments sont clairement noyés dans la bouillie de pixels. Mais c'est pas fini. Si on cherche un peu, on se rend compte qu'Al Jazeera n'était pas le seul média présent. Donc quoi, on aurait plusieurs médias internationaux qui auraient été complices et personne n'aurait témoigné depuis. Et on a même des vidéos d'autres médias. Et quand on les regarde, déjà on se dit putain balèze le studio quand même. Mais en plus, on tombe sur les mêmes arches, où ces motifs sont déjà un petit peu plus visibles. Mais pour achever le truc, j'ai fini par retrouver la vidéo originale dont est issue la capture d'écran sur la chaîne d'Al Jazeera en arabe. Et je vous laisse juger. Bon, voilà, pour moi l'affaire est pliée. Mais au-delà de l'anecdote, si je vous raconte tout ça, c'est pour illustrer deux conclusions. La première, comme je l'ai dit au début, c'est l'importance de se méfier de nos propres biais et de remettre à l'épreuve une croyance qu'on a quand elle nous revient en tête. La croyance que j'avais dans cette histoire, elle avait sérieusement besoin de cette réévaluation, parce que je me rappelais pas du tout quelle était la source ou la personne qui m'en avait convaincu, à une époque où je manquais cruellement de toute forme de méthode. C'est pas un exercice facile, le cerveau humain est clairement pas fan, parce que c'est le risque de se prendre en pleine gueule sa propre faillibilité. Mais c'est justement pour ça qu'il faut valoriser ces moments-là. S'exposer à ses erreurs et à ses propres contradictions, c'est une attitude que je pense indispensable pour éviter de s'enfermer dans sa petite bulle cognitive. Mais la deuxième conclusion, tout aussi primordiale, c'est que quand on veut s'opposer aux guerres, dénoncer les erreurs et les mensonges de la propagande, c'est un travail nécessaire et même crucial, mais ce n'est pas suffisant. Le fait que la prise de la place verte à Tripoli n'était finalement pas un fake, mais ça change absolument pas le fait que cette guerre n'aurait jamais dû avoir lieu, que c'est une honte à tous les niveaux, qu'elle a détruit la Libye et que des millions de gens continuent encore aujourd'hui d'en subir des conséquences atroces, et même encore pour un sacré bout de temps. Pour résumer ça dans un cadre argumentatif, l'assertion à laquelle on s'oppose, en gros, c'est « il se passe telle atrocité » ou « tel dictateur est un horrible tyran, donc il faut intervenir ». Quand on démontre que telle ou telle atrocité n'a en fait jamais eu lieu, on invalide cette phrase en s'attaquant à la prémisse. Mais à mon sens, c'est aussi primordial de contester le lien logique, le donc. Parce que la propagande n'est pas forcément 100% mensongère, il y a même toujours des vérités distillées dedans. Parfois, les dirigeants que l'Occident veut déboulonner sont en effet des dictateurs pas recommandables, mais c'est pas une raison pour approuver ces guerres. Le donc n'est pas valide. Mais ça, il va falloir l'argumenter proprement, c'est-à-dire s'attaquer dans le détail aux causes réelles des guerres et à la logique impérialiste sous-jacente. Bref, si on veut vraiment aller au fond des choses pour comprendre les rouages de tout ce merdier, il y a du boulot, et il va falloir s'y prendre avec méthode. Et c'est ce que j'ai envie de tenter de faire à mon petit niveau sur cette chaîne. Donc si ce travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour pas rater la suite, et au passage un grand merci pour les 1000 abonnés, c'est un gros boost de motive. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook si le cœur vous en dit, et sur ce je vous dis à la prochaine. Au moment de la guerre de Libye, quand d'abord j'ai commencé à comprendre qu'on nous racontait des cracks, j'ai fait l'expérience, en effet, d'être rangé dans la catégorie des suppôts de Kadhafi. In July 2018, our understanding was that we had serious misgivings that a chemical attack had occurred.